Allez, les dernières nouvelles de la campagne, elles nous emmènent en Espagne. Oui, alors l'épouse de Pedro Sánchez, depuis aujourd'hui, est convoquée officiellement par la justice et le Premier ministre a déjà failli démissionner une première fois. Il avait dénoncé fin avril une stratégie de harcèlement et de démolition émanant de médias fortement marqués à droite et à l'extrême droite contre justement son épouse. Mais là, elle doit comparaître effectivement le 5 juillet devant un juge d'instruction chargé d'une enquête pour des questions de corruption qui la vise. C'est ce qu'a annoncé le tribunal supérieur de la capitale, donc Madrid. Un calendrier qui va évidemment peser sur ces élections européennes. L'Espagne, c'est un pays important en Europe tout de même. 48 millions d'habitants, 61 députés européens à élire. La campagne pour ces élections européennes a été animée par des questions très nationales. D'un côté, les socialistes du Premier ministre Pedro Sánchez qui mettent en garde contre la montée de l'extrême droite de Vox, qu'ils considèrent d'ailleurs aidé par la droite plus traditionnelle, Vox autour de 10%. Et puis d'un autre côté, le Partido Popular, le PP, qui fait partie de l'opposition, qui est crédité de 33%, une légère avance sur son rival socialiste, et qui, lui, attaque de plein fouet la loi d'amnistie pour les séparatistes catalans mise en œuvre effectivement par Pedro Sánchez et qu'il qualifie de capitulation. Alors, il va falloir effectivement regarder de très près les résultats de ce grand pays, le seul parmi 4, en fait, ils sont 4 sur 27 à peine à être gouvernés par un social-démocrate. Alors on l'a dit, les élections européennes, c'est dimanche en France, sauf que dans certains pays, on a déjà commencé à voter. Vous allez nous dire où ? À Malte et au Portugal, les électeurs ont pu glisser leur bulletin dans l'urne une semaine avant la date officielle du scrutin. Et alors, regardons ce qui se passe aussi depuis lundi en Estonie. Les électeurs ont voté en personne et en ligne. Et là, il y a eu des problèmes techniques par la plateforme en ligne. Certains navigateurs web avaient identifié cette application spéciale nécessaire pour voter comme un logiciel malveillant et avaient bloqué son téléchargement. Alors pourquoi ? Eh bien parce que l'Estonie est véritablement inquiète d'une cyberattaque de la part de la Russie. Et les Estoniens le redoutent tellement, pour l'avoir déjà subi d'ailleurs, qu'ils hébergent le centre d'excellence de l'OTAN pour la cybersécurité. Il y a en Estonie 1 300 000 électeurs, dont 300 000 Russes russophones qui vivent dans le pays. Et ils doivent élire 7 eurodéputés. Alors la première ministre sortante Kaja Kallas, qui est du centre de Renew, donc, est confrontée à une baisse de popularité drastique parce qu'elle a fait des coupes budgétaires et puis qu'on considère qu'elle s'occupe beaucoup trop de son futur européen ou à la tête de l'OTAN. Elle vise un poste à l'extérieur et elle pourrait être d'ailleurs poussée vers la sortie. Ce pays clairement obsédé par la menace russe, il nous les est décrit dans ce reportage par Luc Brown et Johan Baudin. 8h du matin, un dimanche d'avril, dans une forêt du centre de l'Estonie. Notre compagnie effectue actuellement des procédures d'évacuation sanitaire parce que nous avons eu des victimes. Drones, fusils d'assaut et lance-missiles. Ils ont repoussé la veille leur ennemi. Leur tâche, défendre leur district, leur bois, leur village. Ils sont une centaine de miliciens, hommes et femmes. Face à eux, une troupe d'élite, des légionnaires parachutistes français, présents en Estonie dans le cadre du renforcement du flanc est de l'OTAN. On est quand même assez impressionné par le niveau qu'ils ont acquis. Ce sont des civils qui, le week-end, donnent de leur temps pour s'entraîner au combat et sur le combat sur les arrières, donc ce ne sont pas les soldats professionnels. Dans cet exercice conjoint, à balles à blanc, les Français jouent le rôle des Russes. Les Estoniens sont submergés. Avec son armée de 5000 professionnels face à un ennemi potentiellement bien supérieur en nombre, le pays compte sur la mobilisation de ses bénévoles en cas d'invasion. La Ligue de défense estonienne, 30 000 volontaires qui se tiennent prêts à défendre leur pays sur leur temps libre. Nous devons défendre nos familles. Nous avons vu ce qui s'est passé en Ukraine. Nous devons être prêts, il n'y a pas d'autre option. J'ai 4 enfants et c'est un week-end. Les gens normaux passeraient leur week-end avec leurs enfants à faire autre chose. Mais nous faisons ça parce que nous le devons. À cause de notre voisin, pas si gentil que ça à l'Est.
Maintes fois envahie par ses puissants voisins, l'Estonie conserve un souvenir douloureux de sa dernière occupation par les troupes soviétiques. Des dizaines de milliers d'Estoniens ont alors été déportés. Pour garder sa souveraineté et son indépendance, le pays mise aujourd'hui sur la mobilisation de sa population et les alliés européens et otaniens. Avec sa forte minorité russophone, la campagne électorale dans ce pays baltique s'est concentrée sur le thème de la sécurité et de l'inquiétant voisin russe. En ce moment, ce qui est sûr, c'est que pour cette campagne, le thème numéro 1, le thème numéro 2 et le thème numéro 3, c'est la sécurité de l'Estonie et celle de l'Europe. La proposition des Estoniens, et je pense qu'elle est bonne, est que chaque pays de l'Union européenne alloue 0,25% de son PIB pour défendre l'Ukraine et que l'Ukraine puisse gagner la guerre. Ne pas l'aider maintenant risquerait de nous coûter beaucoup plus cher dans le futur. Sur le soutien indéfectible à l'Ukraine et le renforcement de la défense estonienne, les partis politiques renchérissent à l'approche des élections. Les seuls sujets qui font débat ici sont les questions économiques et écologiques. Allez, c'est l'heure de montrer les objets qu'a changé l'Europe avec Sophie Samaï. Bonjour Sophie. Bonjour. C'est une des dernières directives entérinées par le Parlement européen, le droit à la réparation. C'est quoi exactement? Alors j'ai entendu dire, Florent, que vous avez cassé votre smartphone il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez remplacé ou est-ce que vous l'avez réparé? J'ai la chance d'avoir un ami qui m'en a donné un. Donc vous l'avez remplacé. Mauvaise réponse, j'ai envie de vous dire, excusez-moi, parce que l'Union européenne aurait pu vous aider à le réparer, puisque c'est le droit à la réparation. C'est une nouvelle loi européenne qui vient d'être votée, qui oblige les fabricants à vous proposer cette réparation pour divers produits ménagers. Donc le smartphone, on l'a bien compris, mais aussi le lave-linge, le réfrigérateur, ou encore des outils de stockage, comme ce disque dur externe qui contient les meilleures chroniques du service Europe. Ce serait dommage quand même de les casser. Et si les utilisateurs décident de réparer leurs objets, eh bien sachez que cela étend leur garantie d'1 an supplémentaire. C'est quand même important à signaler. Charge aussi aux fabricants d'informer clairement qu'ils ont le droit de réparer leurs objets, de leur proposer un objet de remplacement pendant la réparation, comme ça vous n'êtes pas sans smartphone, et aussi même de proposer des pièces de rechange à prix raisonnable au-delà de la garantie légale. Alors pour les smartphones comme celui-ci, ça oblige aussi par exemple à ne pas rendre obsolètes les applications au bout d'un certain moment qui vous forcent à changer de téléphone. Donc vous avez une durée de vie qui est plus importante. Et vous allez me dire, oui, bon, allez, c'est pas si nouveau que ça de réparer les objets. Effectivement, cette mandature européenne a vraiment mis la réparation au cœur des directives qui ont été votées, puisqu'en 2021, ils avaient déjà voté une loi qui obligeait les réparations, les écrans et les sèche-cheveux, comme celui-ci, à être réparés pendant 7 à 10 ans. Ça a vraiment des conséquences importantes sur l'environnement, finalement? Oui, on ne dirait pas comme ça, mais en fait, on jette énormément de choses qui pourraient être réparables, selon une étude de la Commission européenne. 35 millions de tonnes de déchets sont déposés dans les décharges européennes, alors qu'ils pourraient être réparés. Et c'est un manque à gagner de plus de 12 millions d'euros pour les consommateurs, pas pour l'Union européenne, donc pour vous et moi. Donc c'est un grand projet qui fait partie du pacte vert, ce grand pacte qui contient plusieurs directives pour la protection de l'environnement. C'est une nouvelle législation qui va aussi évidemment de pair avec un texte sur l'éco-conception. Ça vous parle peut-être pas comme ça, mais ça vise à réduire l'obsolescence programmée. Ça remet la responsabilité sur le fabricant et non sur le consommateur, qui va pouvoir attaquer entre guillemets le fabricant et lui demander de prouver que son objet pouvait vivre au-delà de plusieurs années. Et on rappelle que le scrutin de dimanche n'est pas une fin en soi, mais bien le début d'une nouvelle mandature. Oui, une nouvelle aventure, avec le choix que vous faites des candidats, va dicter les majorités et surtout les priorités, les prochaines politiques pendant 5 ans. Un choix crucial dans un monde polarisé, compétitif, dangereux, comme nous le rappelle par cette petite animation, bien toujours la même Sophie Samaï. La prochaine mandature européenne sera-t-elle plus verte ? Des centaines de textes portant sur l'environnement seront en tout cas soumis au vote des députés européens, alors que le pacte vert, chantier numéro 1 de la mandature 2019-2024, est en pause depuis le mouvement de grogne des agriculteurs. Autre grande question qui attend les nouveaux députés européens, le budget de l'Union européenne, alors que l'actuel financement pluriannuel de l'UE arrive à échéance en 2027. Il faudra donc trouver de nouvelles idées et de nouvelles ressources propres pour financer la transition écologique, la réduction des inégalités ou encore le renforcement des politiques communes.
Face à l'incertitude des élections américaines et à la multiplication des conflits aux portes de l'Europe, les questions de sécurité et de défense seront aussi rapidement mises sur la table. En cas de distanciation des États-Unis vis-à-vis de l'OTAN, l'Union européenne devra plus que jamais revoir sa capacité d'autonomie stratégique. Quelques mois à peine après l'approbation du pacte Asile et Migration par l'actuel Parlement, le travail ne fait que commencer pour les députés européens. Ils devront le mettre en application dès 2026 et surtout s'organiser pour l'accueil des réfugiés, mais aussi peut-être continuer à signer des partenariats avec des pays tiers pour la rétention des migrants sur leur sol. Enfin, sujet autrefois mis de côté, l'élargissement européen est revenu sur le devant de la scène internationale depuis le début de la guerre en Ukraine. Plusieurs pays, dont l'Ukraine et la Géorgie, ont récemment obtenu le statut de candidat officiel, portant à 9 le nombre de postulants dans l'antichambre de l'Union européenne. Mais quelles sont vraiment les priorités des jeunes? Alors on a commencé avec l'Espagne, on termine par une Espagnole aussi qui nous dit toutes ses attentes. Elle va aller voter pour ces élections européennes, mais avec certaines inquiétudes aussi. On écoute son portrait réalisé par nos confrères d'Hunter. ¿Qué pasa con los pactos migratorios en la Unión Europea? ¿Qué pasa con lo que hay que sellar a nivel de valores feministas dentro de la Unión Europea? Francia acaba de dar un paso gigante constitucionalizando el aborto, pero ¿cómo podemos realmente encontrar pactos que obliguen e impongan constitucionalizar los derechos de las mujeres y los derechos de los migrantes dentro de las instituciones nacionales? Me preocupa, y yo creo que nos preocupa mucho a mi entorno y a mí también, la influencia que tienen, por ejemplo, las posiciones de determinados países. Por ejemplo, porque países como Polonia o países como Hungría ponen en tela de juicio constantemente los derechos de las mujeres. Una forma de entender que Europa ya no es blanca, que Europa ya no es de hombres, ya no es algo que no se pueda someter a discusión. Se está demostrando en las universidades, en las calles. Somos muchos menos jóvenes que hace 20 años, pero los pocos que somos yo creo que tenemos mucha conciencia sobre lo que pasa. Yo creo que lo más desconcertante de Europa los últimos 10 años es que no nos esperábamos que Meloni estuviese en el poder, que en España se esté disputando constantemente si Vox entra o no entra en el gobierno. Yo creo que la ultraderecha se va a consagrar y creo que por eso mismo no votar es un acto de complicidad bastante importante. Voilà une jeune Espagnole très articulée qui sait effectivement où elle veut aller et où elle veut emmener l'Europe. Alors, question impertinente tous les jours de nos confrères de La Croix et celle de demain, si vous voulez regarder cette double page, eh bien, l'Union européenne est-elle gagnée par le wokisme? Alors, des réponses, vous allez le voir, quand même très équilibrées, balancées aujourd'hui. Voilà donc pour le journal de campagne. Le prochain, c'est demain à la même heure. Merci.